Salut les jeunes, aujourd'hui, le mariage de Figaro de Beaumarchais. Suzanne et Figaro sont dans la chambre que le comte met à leur disposition pour leur union. Figaro prend des mesures pour savoir si le lit prévu entre bien dans cet espace. Mais Suzanne le freine en annonçant tout de go qu'elle ne veut pas de cet appartement, mais sans en donner la raison. À force d'insistance, de cajolerie et de caresses, Figaro finit par obtenir une réponse. Il faut savoir qu'en épousant la comtesse, le comte a interdit le droit de cuissage. En substance, le droit de cuissage, c'est le droit que s'octroie un seigneur de se taper n'importe quelle nouvelle et jeune en général épousée, peu importe son rang social, et ce, avant que le mari de la dite épousée ne puisse à son tour en profiter. Voilà. Il est bien évident que personne, absolument personne ne demande son avis à la jeune épousée, hein, bien sûr. Bref, le comte a donc interdit le droit de cuissage. Mais, évidemment, maintenant que le dit comte a cocufié sa femme avec toutes les femmes des environs, et que Suzanne va se marier, il serait plutôt intéressé à l'idée de rétablir ponctuellement le droit de cuissage avec la jeune épousée qui est donc Suzanne. Il est évident que Suzanne, bien entendu, n'est pas très emballée. Elle accepte donc de laisser toute latitude à son futur époux, Figaro, de manigancer afin de punir le comte, et sort de la pièce. Madame la comtesse appelle. Figaro se réjouit de la femme qu'il a choisie, elle est parfaite. Mais voilà qu'en une seule journée, il va devoir se marier, éloigner Marceline qui le poursuit de ses assiduités, mais également punir Basile et le comte. En voilà du travail. Entre Bartholo, dont Figaro se moque gentiment. Entre également Marceline. Bartholo n'est pas vraiment ravi de voir Figaro, mais celui-ci ne s'attarde pas. Après avoir laissé entendre le désaccord qui l'oppose à Marceline, il sort. Marceline se plaint, ce qui irrite Bartholo. L'a-t-on vraiment fait venir afin d'écouter les doléances de son ancienne gouvernante? Elle se plaint du mariage de Figaro. Elle se plaint des avances qu'elle reçoit de la part de Basile, mais elle se plaint également de Bartholo, qui après la naissance de leur enfant n'a pas jugé bon de l'épouser. Bref, elle se plaint. Mais voilà qu'une idée lui vient. Avec l'aide de Bartholo, il pourrait bien parvenir à faire échouer le mariage de Figaro et Suzanne. Punir Figaro réjouirait Bartholo. Marceline, elle, pourrait à la suite de ça épouser Figaro. Elle semble d'ailleurs être en possession d'un document qui pourrait bien obliger Figaro à l'épouser. Entre Suzanne. Elle sait fort bien que Marceline veut épouser Figaro. Marceline, elle, connaît les projets du comte concernant la jeune camériste. Les deux femmes se jettent des insultes à la figure avant que Bartholo ne les interrompe. Il sort, emmenant Marceline avec lui. Suzanne laisse éclater l'inimitié qu'elle a pour Marceline avant de se souvenir brusquement qu'elle était ici pour venir chercher quelque chose, mais qu'elle a manifestement oublié quoi. Entre Chérubin, jeune garçon dont les hormones sont en ébullition. Il est le page du comte. Il est effondré. La veille au soir, il a été surpris par le comte, seul avec sa cousine Fanchette. Le comte est furieux et il le renvoie. Chérubin veut que Suzanne intercède en sa faveur, mais celle-ci s'étonne. Fanchette? N'était-il pas jusque-là amoureux de Madame la Comtesse? Ses sentiments sont-ils donc si volages? Chérubin admet que la seule vue d'une femme, qu'elle fût fille ou maîtresse, le met dans tous ses états. Mais voilà qu'il aperçoit ce que Suzanne tient à la main. Il s'agit du bonnet de nuit et du ruban de Madame la Comtesse. Ni une ni deux, il s'en empare et refuse de les rendre. Mais arrive le comte. Terrifié, Chérubin se cache derrière un fauteuil. Le comte se réjouit de la présence de Suzanne pour pouvoir tout à loisir lui conter Fleurette. Celle-ci tente constamment de se dérober et de lui faire comprendre qu'elle ne veut pas de lui. Comme on s'en doute, le consentement de la demoiselle, le comte, il s'en tape. Mais voilà que retentit non loin la voix de Basile. Tout le monde s'affole. Si on trouve le comte et Suzanne seuls ensemble, ils sont perdus. Le comte, qui n'a pas vu Chérubin, veut se cacher derrière le fauteuil. Suzanne parvient tant bien que mal à se mettre entre lui et Chérubin.
Pendant que le comte se recroqueville derrière le fauteuil, Chérubin, lui, grimpe dessus. Suzanne a tout juste le temps de jeter sur lui la robe qu'elle tenait à la main, le camouflant aux yeux de Basile qui entre à cet instant précis. Découvrant la présence de Suzanne, Basile tente de lui parler, mais celle-ci l'envoie sur les roses, outré qu'il joue avec tant d'hypocrisie le jeu du comte. Basile, lui, ne voit pas bien où est le problème. Il sait et voit tout. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, ce petit page qui fait les yeux doux à la comtesse. Tout le monde en parle. Le comte ne tient plus, il se redresse. Comment ça, Chérubin fait les yeux doux à sa femme? La veille au soir, déjà, il l'a trouvé caché chez Fanchette. En voulant mimer de quelle façon il a trouvé Chérubin caché derrière un rideau, il soulève la robe sur le fauteuil et là... Miséricorde. Chérubin. Cette fois, le comte est plus que furieux. Suzanne fait tout ce qu'elle peut pour tenter de son mieux de sortir le jeune page de cette situation, mais c'est très mal embarqué. De rage, le comte s'emporte contre Suzanne en affirmant qu'elle n'épousera pas Figaro. Mais le voici qui vient, justement, accompagné de la comtesse et de Fanchette. Figaro, lui, a commencé à mettre en place son piège. Il entre en annonçant triomphalement que le comte, ayant renoncé au droit de cuissage, lui, homme si bon, si juste, si honnête et si vertueux, il lui revient, à lui et seulement à lui, de poser cette toque virginale sur la tête de Suzanne. Tout le monde joue le jeu, alors que personne n'est dupe de la véritable conduite du comte, ce qui l'oblige, celui-ci, à s'exécuter. Le comte, lui, espère en vain l'arrivée inopinée de Marceline. Mais Fanchette lui rapporte qu'elle a vu cette dernière quitter la propriété avec Bartholo. Là-dessus, tout le monde s'y met pour supplier le comte de pardonner Chérubin. Le comte pardonne, mais impose une contrepartie à son pardon. Il offre à Chérubin une place de soldat, mais exige que celui-ci parte le jour même. Chérubin est au désespoir. Le comte demande à Basile de passer le voir dans ses appartements et sort avec la comtesse. Tous les autres sortent à leur tour. Basile, Chérubin et Figaro se réunissent. En secret, Basile œuvre pour Figaro. Chérubin, lui, se lamente. Figaro lui intime l'ordre de donner l'illusion qu'il s'en va, comme l'a exigé le comte, mais de revenir et de se cacher tant que Figaro n'a pas intercédé en sa faveur. Entre Suzanne et la comtesse, à qui elle est en train de raconter tout ce qui s'est passé précédemment. Sa discussion avec Chérubin, puis celle avec Basile et bien entendu son entrevue avec le comte. La comtesse est très attendrie par les folies de Chérubin, mais se désespère de son mari-volage. Qu'a-t-elle donc fait d'autre que de l'aimer trop? Mais voici Figaro. Figaro trouve les femmes dans un triste état. Lui, en revanche, est parfaitement dans son élément. Il traficote, prépare et manigance, et surtout, il adore ça. Il a d'ores et déjà fait passer un billet, via Basile, prétendant que durant le bal, un soupirant inconnu cherchera à obtenir une entrevue seule à seule avec la comtesse. L'idée de Figaro, c'est que le comte étant terriblement jaloux, il va songer à sa propre femme plutôt que de songer à celle des autres. En attendant, un second faux billet, prétendument écrit par Suzanne, lui sera remis prétendant qu'elle souhaite le voir plus tard dans la soirée, seul. Quand il s'y rendra, il ne trouvera que Chérubin, déguisé en Suzanne, et sera pris sur le fait par tous les autres. Qui dit mieux? Une seule chose reste à faire, toutefois, il s'agit de travestir Chérubin, que Figaro va se hâter d'envoyer aux femmes. La comtesse avise dans un miroir comme sa coiffure ne va pas. Elle ne peut décemment pas recevoir Chérubin dans cet état. Suzanne la rassure, elle va juste reprendre quelques boucles et il n'y paraîtra plus. Entre Chérubin, très impressionné par la comtesse. Suzanne l'enjoint à chanter pour elle sa romance. Chérubin s'exécute. Une fois la chanson terminée, Suzanne se demande si elle parviendra à travestir suffisamment Chérubin pour qu'il lui ressemble. Elle sort fermer à clé les appartements de madame. Seule avec Chérubin, la comtesse propose de le faire attendre au château l'arrivée de son brevet. Mais Chérubin lui tend déjà le document. Le comte était si pressé de le voir partir que Basile vient à l'instant de le lui remettre. La comtesse s'étonne de cette rapidité d'exécution. Suzanne revient et s'en étonne à son tour. Mais ils ont affaire. Elle doit déguiser correctement Chérubin. S'installant, elle commence à le coiffer. Lui remontant les manches, voici qu'apparaît le ruban de la comtesse que celui-ci a dérobé plus tôt. Mais il y a du sang dessus. Honteux, Chérubin avoue que ce matin, alors qu'il s'occupait de son cheval, celui-ci a rué et... Mais Suzanne se moque. La comtesse envoie sa camériste chercher du taffetas. Elle gronde gentiment Chérubin, prétendant que le ruban qu'il lui a volé était précisément son préféré. Suzanne revient avec le taffetas. La comtesse l'envoie chercher des habits pour grimer Chérubin comme elle. Suzanne repart. Chérubin est à 2 doigts de dévoiler ses sentiments à la comtesse. Celle-ci,
pas dupe, l'interrompt systématiquement juste avant qu'il ne le fasse. Mais voilà qu'on frappe. Miséricorde, c'est le comte. S'il trouve Chérubin seul avec elle, les bras nus sans manteau, c'est une catastrophe. Le jeune garçon court se réfugier dans le cabinet de toilette pendant que la comtesse fait patienter son mari. Elle ferme le cabinet de toilette et retire la clé de la serrure avant d'ouvrir au comte. La comtesse conserve la clé avec elle et va ouvrir au comte en se morfondant. C'est une faute impardonnable que de s'être trouvé seul en présence de Chérubin. Le comte entre et comprend immédiatement que quelque chose trouble son épouse qui camoufle bien mal ses sentiments. Il a reçu un billet tantôt qui le perturbe. On dit que quelqu'un cherche à voir la comtesse. Celle-ci dément. Mais voilà que Chérubin fait tomber une chaise dans le cabinet de toilette. En prétendant n'avoir pas entendu, la comtesse fait grandir les sentiments de soupçon de son époux qui exige qu'elle ouvre la porte du cabinet de toilette. Mollement, celle-ci prétend soudainement que Suzanne s'y trouve. Au même moment, Suzanne entre sans être vue du comte. Celui-ci n'en démord pas, il veut que la porte du cabinet de toilette soit ouverte afin de constater de ses propres yeux que Suzanne s'y trouve. À bout de prétexte, la comtesse annonce que Suzanne s'y trouve, mais nue, puisqu'elle essaye des hardes données par elle-même. Le comte alors lui réclame que Suzanne parle si elle n'est pas en état de se montrer. Pendant ce temps, en silence, Suzanne contourne ce petit monde pour rejoindre l'alcôve. Voyant que rien de ce qu'il demande n'aboutit, le comte veut aller lui-même chercher la clé de cette porte dans ses propres appartements. Mais afin que la comtesse ne puisse rien tenter en son absence, il l'emmène avec lui et ferme la porte à clé derrière eux. Suzanne quitte l'alcôve et se précipite vers le cabinet de toilette pour enjoindre Chérubin de lui ouvrir immédiatement. Chérubin ouvre. Il est terrifié. Suzanne et lui cherchent un moyen de lui faire quitter rapidement les appartements de la comtesse. Il n'y a que la fenêtre, mais c'est décidément bien haut. Peu importe, Chérubin est prêt à tout pour Suzanne et la comtesse. Il vole un baiser à Suzanne et saute par la fenêtre. Par chance, le garnement ne se blesse pas et part d'urgence conter la situation à Figaro. Suzanne prend sa place dans le cabinet de toilette et s'y enferme, attendant monsieur le comte de pied ferme. Le comte et la comtesse reviennent dans les appartements de celle-ci. Le comte est prêt à défoncer la porte. Désespérée, la comtesse finit par avouer la vérité. Il y a Chérubin dans ce cabinet et il est peu vêtu puisqu'avec Suzanne, elle s'apprêtait à le déguiser. Elle donne la clé au comte en implorant sa pitié, ce qui reste lettre morte, bien évidemment. Le comte ouvre. Sort Suzanne, moqueuse, en riant. Interdit, le comte entre tout de même dans le cabinet de toilette vérifier que Suzanne y était bien seule. Pendant ce temps, celle-ci glisse à la comtesse que Chérubin est en sécurité et déjà loin. Le comte, lui, se confond en excuses pour son comportement. La comtesse se reprend rapidement et met un peu de temps avant d'accepter les excuses du comte. Suzanne, elle, sans surprise, enfonce le clou de l'humiliation. Mais au final, la comtesse est bonne, probablement beaucoup trop, et pardonne à son époux. Entre Figaro, essoufflé. Le comte tente de lui faire admettre qu'il est bien à l'origine du billet que Basile lui a remis. Mais Figaro, fort de sa répartie légendaire, biaise systématiquement les réponses. Suzanne et la comtesse finissent par intervenir, arguant qu'il faut bien admettre puisque la supercherie a été découverte. Figaro admet à demi-mot tout en donnant l'impression qu'il n'admet rien du tout. Il enchaîne en pressant la tenue de son mariage puisque tout est prêt. Tout est prêt sauf le comte, qui attendait toujours vainement la venue de Marceline. Mais Marceline n'est pas là, et même la comtesse presse pour la tenue du mariage. Entre Antonio, le jardinier. Il vient se plaindre auprès du comte de ce qu'un homme sautant de cette fenêtre, celle des appartements de la comtesse donc, a piétiné ses giroflées. Si personne ne réagit, la situation est perdue. Mais Figaro prétend que c'était lui, qu'il était ici, dans les appartements de la comtesse, qu'il attendait Suzanne, et qu'entendant la colère du comte, il a pris peur et sauté par la fenêtre. Mais ce sale jardinier a encore un atout dans sa manche. En sautant, Chérubin a fait tomber un papier. Le comte sait que Figaro ignore absolument tout de ce que contient ce papier. Il le récupère donc et tente de faire dire à Figaro ce qui figure dessus. Mais la comtesse le voit, passe le mot à Suzanne, qui informe à son tour discrètement Figaro. Et celui-ci de répondre le plus naturellement du monde qu'il s'agit là du brevet d'officier de Chérubin que le jeune garçon lui a confié. Mais pourquoi le lui aurait-il donc confié ? Demande le comte. Eh bien... Cette fois, Figaro est un peu embêté. Mais une fois encore, c'est la comtesse qui voit ce qui manque et fait parvenir l'information à Figaro. Le sceau, bien sûr. Le sceau du comte ne figure pas sur le brevet d'officier. Hors de lui, le comte veut quitter ses maudits appartements, mais Figaro l'interrompt. Et son mariage alors ? Entrent alors Marceline et Basile. Elle fait valoir qu'elle a une promesse de mariage de Figaro et qu'il ne peut donc pas épouser Suzanne. Le comte exulte. Voilà qu'enfin la situation va dans son sens. Il rendra sa décision dans la salle d'audience. Basile veut aussi faire valoir quelque chose, mais le comte n'apprécie pas qu'il lui ait remis ce billet qui l'a mis dans tous ses états.
Il lui ordonne donc d'aller chercher le soi-disant paysan qui le lui a remis. Paysan qui n'existe évidemment pas. Basile est coincé. Mais Grippe-Soleil, qui garde le troupeau de chèvres, se propose de le faire. Basile n'est pas satisfait. Il veut épouser Marceline et compte bien arriver à ses fins. Il intime à Figaro de ne rien tenter avant son retour. Figaro s'en amuse, comme toujours. Suzanne, elle, s'amuse du drôle de tour qui vient d'être joué au comte. La comtesse, pour sa part, s'en serait bien passée. Mais elle n'a pas fini de se venger des affronts répétés de son mari. Pour autant, cette fois, elle ne souhaite pas que Figaro soit mis dans la confidence. Elle réclame une canne et un loup à Figaro, qui sort. Seule, la comtesse repense à Chérubin. Elle retrouve le ruban et le cache dans son sein quand revient la camériste. Suzanne revient avec les effets demandés par sa maîtresse. Elle trouve bien joli le tour que celle-ci veut jouer au comte. Dans la salle d'audience se tiennent le comte et Pédrille, auprès duquel le comte s'assure que sa volonté a été bien comprise. Pédrille l'assure que oui et sort. Le comte rappelle Pédrille. Celui-ci, tout juste sorti, revient en scène. Le comte le presse de partir immédiatement pour Séville. Il doit trouver le page dans l'hôtel dans lequel celui-ci est descendu, lui remettre son brevet et revenir séance tenante. Dans l'éventualité où le dit page n'y serait pas trouvable, l'homme doit revenir séance tenante en avertir son maître. Pédrille sort. Seul, le comte réfléchit à haute voix. Sa colère l'a fait repousser Basile et il sait que ce n'était pas une bonne idée. Mais aussi, toute sa maisonnée semble s'être liguée contre lui et il ne parvient pas à démêler les chevaux. Il va tenter de faire parler Figaro pour en savoir plus. Il veut notamment savoir si Figaro est au courant que les attraits de sa future femme l'attirent énormément. Mais voilà que Figaro est entré et qu'il a entendu ses aveux fort opportunément. Le comte tente d'en savoir plus sur la situation, mais Figaro est une véritable anguille qui louvoie avec un talent digne des plus grands afin de ne jamais répondre frontalement aux questions, mais sans oublier de bien égratigner son maître au passage. Le comte change de tactique et propose à Figaro de partir à Londres sous ses ordres. Curieusement, le valet semble presque pressé d'y aller. Le comte n'y comprend rien. Il s'était attendu à ce que le valet tienne à rester sur place afin de garder un œil sur sa femme, mais cela ne semble pas être le cas. Ce doit être parce que Suzanne ne lui a rien dit. Figaro, lui, est doublement conscient que son maître essaie de jouer au plus fin avec lui. Entre un laquais qui vient annoncer Don Guzman Bridoison, juge. Le comte exige que l'on prépare la salle pour l'audience. Figaro s'en amuse. Les riches sur des fauteuils, les pauvres sur le plancher, les autres sur de rudes chaises. Voilà qui conviendra. Il sort. Seul, le comte enrage. Il sent bien que Figaro le manipule, mais qu'à cela ne tienne, Suzanne et lui pourront bien être l'un pour l'autre ce qu'ils veulent, sauf des époux. Entre Suzanne, qui vient annoncer que la comtesse se sent mal et a besoin d'un flacon d'éther. Le comte le lui donne. Suzanne en profite pour faire comprendre au comte qu'elle accepte de le rencontrer seule le soir même. Méfiant. Le comte pose tout de même quelques questions, mais Suzanne a systématiquement la réponse. Le comte finit par céder, non sans lui avoir rappelé que si elle ne vient pas, il n'y aura pas de mariage pour elle. Elle acquiesce et sort rapporter à la comtesse tout l'entretien. Elle croise Figaro qui veut l'arrêter, mais elle lui dit qu'il est dorénavant assuré de gagner son procès contre Marceline, et sort. Pour une fois, Figaro est un peu perdu. Mais le comte a entendu cette phrase de Suzanne, et cherche désormais comment faire payer à ses valets leur insolence répétée. Prêt à tout, il décide de flatter un imbécile et se résout à faire appel à Antonio. Il sort en voyant entrer Marceline. Marceline et Bartholo tentent d'expliquer à Bridoison, le juge, quelle situation les a menés jusqu'au procès. Marceline a prêté de l'argent à Figaro contre une promesse de mariage. Non, elle ne souhaite pas récupérer l'argent, elle veut qu'il l'épouse. Entre Figaro, qui reconnaît en Bridoison un homme dont il a servi la femme il y a quelques années. Extrêmement sympathique avec lui, Bridoison promet de bien s'occuper de son affaire. Entre l'huissier, suivi de près par le comte. Celui-ci s'étonne que l'homme ait revêtu sa robe de juge pour une si petite affaire, mais l'homme n'en démord pas. La forme, c'est important. Durant le procès, chacun défend son bout de gras à coups de conjonction de coordination et de placement de virgule. Bien malheureusement, c'est le comte qui tranche. Il demande à Figaro de rembourser immédiatement 2000 piastres fortes à Marceline ou de l'épouser. Figaro n'a pas cette somme. Il a perdu. Dans un élan de désespoir, Figaro demande à ce qu'on attende la venue de ses parents. Le comte est surpris. Aux dernières nouvelles, Figaro ne connaissait pas ses parents. Mais celui-ci prétend les chercher depuis 15 ans et prétend être un enfant volé. En témoigne d'ailleurs la tache qu'il porte à l'avant-bras. Mais à peine l'a-t-il dévoilé cette tache que Marceline le reconnaît. Voilà son fils tant aimé, est disparu. Figaro n'en revient pas.
Marceline, sa mère? Ça alors? De nouvelle en nouvelle, il apprend alors que son père est le docteur Bartholo. Si le choc est grand, au moins n'est-il plus contraint d'épouser Marceline. Le comte enrage de ce retournement de situation. Entre Suzanne en courant. Elle n'a pas assisté à la scène précédente et vient tenter d'interrompre ce qu'elle pense être le mariage forcé de son promis. Elle veut payer la somme avec l'argent que la comtesse a donné pour sa dot. Furieux, le comte sort. Suzanne aperçoit Figaro dans les bras de Marceline et tourne les talons pour s'en aller. Figaro la rattrape, guillerée, pour lui annoncer la grande nouvelle. Il a des parents, que voici. Marceline déborde de joie, tout comme Suzanne et Figaro. Bartholo ne veut bien sûr pas entendre parler de ce fils soudain, mais chacun le retient. À coup de bon papa, de Marceline et Suzanne, Bartholo finit par se laisser attendrir. Et soudain, tout le monde réalise que le comte a disparu. Ils sortent à sa recherche. Bridoison, seul, se demande bien comment les valets peuvent à ce point manquer de respect à leur seigneur. Seuls, Suzanne et Figaro discutent de l'heureuse situation dans laquelle ils se trouvent. Les parents de Figaro, leur mariage sur le point d'être célébré, le comte puni, tout va bien. Figaro, en revanche, ne veut plus entendre parler du rendez-vous que Suzanne a avec le comte. Elle promet qu'il n'en sera plus question. Mais voilà qu'entre la comtesse venant dire à Figaro qu'il ne doit pas être seul avec sa future, et qu'il est attendu. Suzanne viendra après lui. Figaro sort. La comtesse veut s'assurer auprès de Suzanne que le comte est bien au courant du rendez-vous. Il l'est, mais Suzanne a promis à Figaro que tout cela ne se passera pas. La comtesse se fâche, Suzanne avait promis, quelle méchante fille. Mais Suzanne est déchirée entre son devoir envers son futur époux et son devoir envers sa maîtresse. Mais toutes deux se rappellent que Suzanne n'a pas à aller voir le comte, puisque c'est la comtesse qui prendra sa place. Allons, écrivons un billet pour donner rendez-vous au comte. En cherchant une épingle dans son corsage, la comtesse laisse échapper le ruban que Chérubin avait utilisé pour sa blessure. Entrent de jeunes bergères qui viennent pour la noce. Mais l'une d'entre elles est étrangère. C'est sa cousine, prétend l'une des filles. La comtesse décide de faire honneur à l'étrangère, choisit son bouquet et lui donne un baiser sur le front. Chérubin, bien déguisé, se pâme en recevant ce baiser. Arrive le comte avec Antonio qui jure qu'il a bien vu Chérubin chez sa fille Fanchette et que ses vêtements y sont encore. Il regarde toutes les jeunes filles présentes et démasque Chérubin. La comtesse est réellement surprise. Le comte, lui, comme de bien entendu, se met en colère. La comtesse promet qu'elle n'en savait rien mais le comte doute. Chérubin tente de s'expliquer, mais Fanchette le devance. Avec une naïveté toute fraîche, celle-ci lui rappelle, sans même le réaliser, que même lui, lorsqu'il lui dit qu'il l'aime, lui fait promettre de n'en rien dire à personne. Et elle ajoute que s'il voulait bien lui donner Chérubin en mariage, elle en serait bien aise. Pris sur le fait, le comte ne peut rien dire. Décidément, la situation ne cesse de tourner à son désavantage. Entre Figaro. Tudieu, si le comte continue de retenir ainsi avec lui tout ce petit monde, la noce n'aura jamais lieu. Mais Antonio et le comte soumettent Figaro à un drôle d'interrogatoire. Chérubin a admis avoir sauté dans les giroflées. Alors, Figaro, que répond-il à cela? Bah, après tout, saute qui veut dans les giroflées. Le comte ne parvient pas à faire admettre à Figaro qu'il a menti. Celui-ci prétend qu'au vu de la colère de Monseigneur, ils peuvent tout à fait être deux à avoir décidé de sauter dans les giroflées. Récupérant toutes les jeunes filles présentes, Figaro s'empresse de les faire sortir avec lui, laissant seuls le comte, la comtesse et Chérubin bien penauds. Le comte ordonne à Chérubin de disparaître, et de disparaître longtemps. Il ne veut pas le voir de la soirée. La comtesse fait remarquer qu'il risque de s'ennuyer. Mais Chérubin, avec l'infinie naïveté qui est la sienne, fait remarquer qu'il ne peut s'ennuyer puisqu'il porte désormais sur son front la trace du bonheur. Le baiser de la comtesse, donc. Il sort. Le comte s'étonne de cette réponse. La comtesse esquive et va pour sortir. Le comte tente de la retenir, mais voilà qu'arrive la noce. La comtesse reste. Le comte, lui, est contraint de supporter l'étalage de son échec. La noce a lieu. Pendant ce temps, un curieux jeu se tisse entre les protagonistes. Suzanne fait discrètement passer un billet au comte. Celui-ci, trop pressé d'en prendre connaissance, se pique avec l'épingle qui maintenait le sceau. Figaro n'a pas vu d'où vient le billet, mais il voit bien le comte le lire, puis, à quatre pattes au sol, chercher l'épingle afin de la renvoyer pour manifester son accord. Des gardes se précipitent soudain à la porte afin d'empêcher du monde d'entrer. C'est Basile qui revient, accompagné de tout un village. Le comte va le recevoir, mais lui seul. Suzanne et la comtesse ont bien pris note des agissements du comte et sortent pour aller changer de tenue. Basile vient réclamer la main de Marceline. Après s'être chicané avec Figaro, il la réclame à nouveau. Marceline lui a promis sa main sous 4 années, et si elle retrouvait son fils perdu, il l'adopterait sans poser de questions. Or le voici, ce fils, en la personne de Figaro. Cela fait reculer Basile. Figaro,
Impossible. Non, vraiment, il ne peut pas, et se retire. Hurrah! Figaro va enfin pouvoir épouser Suzanne et Bartholo, Marceline. Le comte, lui, est persuadé qu'il va avoir Suzanne avant Figaro. Il prétend alors avoir besoin d'une heure de retraite et va pour sortir. Entre alors Grippe-Soleil qui veut venir aider Figaro à ranger les feux d'artifice sous les grands marronniers. Le comte, qui allait sortir, revient en panique. Ces idiots, ils vont incendier son rendez-vous avec Suzanne. Non, non, voyons, il faut tirer les feux d'artifice depuis la terrasse afin que la comtesse, qui est incommodée, puisse les voir depuis son appartement. Figaro trouve Monseigneur soudain bien intentionné avec sa femme. Mais Marceline veut lui parler. Elle a longtemps été odieuse avec Suzanne, la prenant pour une rivale, et elle en est désolée. Figaro la rassure, tout va bien. Il ne croira jamais sa femme capable de le trahir, et quand bien même cela serait le cas, il lui a déjà pardonné. Fanchette est là qui semble chercher quelque chose. Figaro veut en savoir plus, mais Fanchette rétorque qu'elle est seulement là pour trouver une épingle pour Monseigneur. Mais comme souvent, Fanchette parle sans réfléchir. Et la voilà qui explique qu'elle doit remettre cette épingle à Suzanne en lui expliquant qu'il s'agit du cachet des grands marronniers. Figaro comprend immédiatement qu'il lui manque là une pièce du puzzle. Il donne alors l'épingle trouvée à Fanchette, lui enjoignant de faire exactement comme Monseigneur a dit. Fanchette sort. Figaro est défait. Suzanne le trahit. Marceline lui répète ce qu'il a prétendu précédemment, mais son fils accuse le coup. Il est temps de défendre Suzanne. Marceline endosse ce rôle. Que sait-il donc de ce qui se passe? Il ignore si Suzanne se joue de lui ou du comte. En réalité, il ignore même tout de la situation. Il ferait bien d'en apprendre plus avant de la condamner ainsi. Figaro acquiesce. Elle a raison. Il part donc en apprendre plus. Marceline, seule, décide d'avertir Suzanne. La scène est sous les grands marronniers. Fanchette arrive avec une orange et 2 biscuits négociés à la cuisine. Elle attend le comte. Mais apercevant Figaro qui s'avance, elle court se cacher dans le pavillon attenant. Figaro entre, d'abord seul, puis rejoint par Antonio, Basile, Bartholo et Bridoison. Il veut que les hommes restent à proximité afin d'avoir des témoins quand il confondra le comte avec Suzanne. Les hommes sont d'accord et se retirent. Figaro, seul, raconte toutes ses pérégrinations au fil de sa vie. Comment il s'est battu pour faire tout ce qu'il a fait et comment la société entière s'est liguée contre lui. Et voilà que Suzanne, sa Suzanne, le trahit à son tour. Mais voilà qu'on vient. Il se cache. Entre Marceline, puis Suzanne, vêtue des habits de la comtesse, et la comtesse, vêtue des habits de Suzanne. Cette dernière a averti Suzanne de sa discussion avec Figaro. Elle file se cacher dans le pavillon où Fanchette est déjà retranchée. Suzanne et la comtesse parlent haut, spécifiant que la comtesse est fatiguée et va se retirer, tandis que Suzanne va rester prendre le frais sous les marronniers. Puis Suzanne, toujours vêtue en comtesse, se retire dans la coulisse opposée à celle que Figaro a choisie. Entre Chérubin, en habit d'officier et chantant. La comtesse est pétrifiée. Que fait-il ici? Mais voilà que Chérubin l'aperçoit, la prenant pour Suzanne au vu de ses habits. Naturellement, il tente d'attirer son attention. La comtesse le repousse, essayant de le faire partir, mais rien ne semble pouvoir tarir ce petit bavard. Entre le comte qui l'aperçoit. Il aperçoit Suzanne dans le même temps. Enfin, Suzanne. La comtesse, vêtue comme Suzanne. Chérubin réclame des baisers pour la quitter. Alors qu'il va le faire, le comte s'interpose et reçoit pour lui-même le baiser de Chérubin. Le jeune page, réalisant ce qu'il vient de faire, court se réfugier dans le même pavillon que Marceline et Fanchette. Figaro souhaite s'approcher pour entendre mieux, mais s'approche trop. Le comte, qui n'a pas vu partir le page, prend Figaro pour lui et lui donne un soufflet. Il le gifle donc. Figaro recule en se frottant la joue. Suzanne rit. Dans la nuit, le comte ne comprend rien à ce qui vient de se jouer là, puisqu'il n'y voit absolument rien. Mais revenons à la comtesse qu'il prend toujours pour Suzanne. Elle parvient à le faire parler. Pourquoi n'aime-t-il plus sa femme? Pourquoi regarde-t-il celle des autres? Et le comte répond, croyant toujours parler à Suzanne. Mais Figaro s'approche de nouveau. Le comte veut attirer Suzanne un peu plus loin, mais la perd de vue. Il se perd dans le bois au fond de la scène pendant que la comtesse entre à son tour dans le pavillon. Restent alors Suzanne et Figaro. Figaro pense d'abord parler à la comtesse, mais voilà que dans un instant d'oubli, Suzanne oublie de camoufler sa voix et Figaro reconnaît immédiatement sa femme. Pour autant, il joue le jeu et décide de faire la cour à cette pseudo-comtesse. Finalement, Suzanne reprend ses manières et son identité pour lui asséner plusieurs soufflets. Voilà pour l'homme qui ne fait pas confiance à sa propre femme. Et Figaro de comprendre que le comte a déployé tous ses efforts afin de séduire sa propre femme. L'affaire est bien bonne. Mais le voici qui revient cherchant toujours Suzanne. Figaro et Suzanne décident d'achever ce qui a été entrepris afin de punir le comte. Suzanne étant toujours vêtue des habits de la comtesse, l'affaire est simple. Figaro, parlant fort, fait mine de faire la cour à la comtesse.
Le comte, qui dans le noir ne reconnaît pas Figaro, enrage. Quand soudain il réalise que cet homme fait les yeux doux à la comtesse. Quand il va pour intervenir, Suzanne se cache. Figaro se retourne et joue la surprise en reconnaissant le comte. Celui-ci appelle à corps et à cri. L'on vient. C'est Pédrille. Pas exactement celui que l'on attendait. Le comte appelle encore. Pédrille n'y comprend goutte. Pourtant avec Figaro et lui, le comte ne risque rien. Le comte essaie de confondre Figaro, qui, comme à son habitude, ne répond jamais ce que celui-ci aimerait. Qu'à cela ne tienne, il va prouver publiquement la scélératesse de Figaro. Il se rue dans le pavillon qui abrite Suzanne déguisée en comtesse. Bridoison ne comprend rien et Figaro s'en donne à cœur joie. Le comte sort du pavillon en traînant derrière lui et sans regarder Chérubin. Furieux, il envoie Antonio dans le pavillon pour y chercher la comtesse. Le comte est sûr et certain de pouvoir la confondre. Antonio sort à son tour en tirant quelqu'un. Et n'en revient pas en reconnaissant Fanchette. Le comte n'y comprend plus rien. Cette fois, c'est Bartolo qui s'y colle et entre dans le pavillon. Bartolo ressort, tenant par le poignet Diable, Marceline. Mais c'est qu'il y a du monde là-dedans. Dans un coin de la scène, Basile, lui, s'étouffe de rire. Le comte entre à nouveau dans le pavillon. Cette fois, il ressort avec Suzanne. Elle se jette à genoux afin d'implorer sa pitié mais sans jamais montrer son visage. Elle est toujours vécue en comtesse, rappelons-le. Puis voilà que Figaro, et Marceline, et enfin tous les autres, font de même. La comtesse sort enfin de l'autre pavillon et à son tour se met à genoux. Cette fois, le comte comprend son erreur. Et il supplie pour obtenir le pardon de sa femme. Pour la 3e fois de la journée, elle le lui accorde. Il a été suffisamment humilié. Chacun se réjouit et la pièce termine en chanson. Et c'est ainsi que se termine le mariage de Figaro. J'espère évidemment que cette histoire vous a plu. On se rappelle, commentaires, abonnement, pouce bleu, un des trois ou les trois, comme vous voulez, mais c'est encore mieux. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, écrivez fidélité dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.